Mardi 1er février, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite les titres de ce journal. Le Mali redéfinit les conditions d'intervention des forces militaires étrangères sur son sol. On en parle dans un instant avec notre invité Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions. Amnesty International qualifie d'apartheid les agissements de l'entité sioniste envers les Palestiniens. On en parle dans un instant. Aux États-Unis, le président reçoit l'émir du Qatar, une première visite de chef d'État dans le pays depuis la prise en fonction de Joe Biden. Et au Danemark, fini les masques et le pass sanitaire, réouverture de tous les espaces publics d'art et de loisirs. Le pays est le premier en Europe à lever toutes les restrictions sanitaires. Mais avant de développer ces titres, la situation en Guinée où des tirs ont retenti cet après-midi autour du palais du gouvernement en plein conseil des ministres. Il réunissait le président de la République, Oumarou Sissoko Embalo, et le premier ministre Nuno Gomes Nabiam, ainsi que le reste des membres du gouvernement. La CEDEAO condamne une tentative de coup d'État et tient les militaires responsables de l'intégrité physique du président bissau-guinéen et des membres de son gouvernement. Aucune information n'était disponible dans un premier temps sur la cause exacte des tirs. Les militaires autour du palais du gouvernement, à la périphérie de la ville, non loin de l'aéroport, tenaient les gens à distance. La situation est toujours confuse. Un dossier à suivre. Et depuis leur arrivée au pouvoir au Mali en mai 2021, les autorités de la transition ne cessent de mettre en place des réformes et surtout de revoir leur rapport avec les puissances étrangères déployées sur le territoire. Le gouvernement de la transition vient d'ailleurs de redéfinir les conditions d'intervention des forces militaires étrangères sur son sol. Tininen Makassi. Désormais, tout déploiement des forces étrangères sur le sol malien dans le cadre de la Task Force Takuba nécessitera une invitation écrite par le président de la République malien. D'un côté et de l'autre, une autorisation du gouvernement, ont annoncé les autorités via un communiqué du ministère malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Depuis quelque temps déjà, les autorités de la transition au Mali ont exprimé leur désir de revoir les modalités des contrats sécuritaires qui les lient à la France. Le meneur de la Task Force Takuba, une force opérationnelle composée principalement d'unités des forces spéciales de plusieurs pays de l'Union européenne. De son côté, la France, en situation précaire dans la région et discréditée par les populations, se donne 2 semaines pour réfléchir sur son avenir au Mali. À noter que Paris est resté muette concernant les demandes de Bamako quant à la révision des contrats sécuritaires. Cela dit, les autorités maliennes, qui ont en outre demandé le départ de l'ambassadeur français de leur territoire sous 72 heures, quelques jours après avoir demandé le départ du contingent danois arrivé au nord du pays, sans leur autorisation, affirment vouloir défendre les intérêts du Mali et son peuple et réitèrent ainsi leur disponibilité à respecter leurs engagements internationaux. Une position de principe selon le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop. C'est lors d'une intervention hier sur la télévision publique malienne qu'il explique que la position de la France est contraire au principe des relations d'amitié entre les pays. On l'écoute. Ce que nous avons souhaité en demandant le départ de l'ambassadeur, c'est qu'il puisse, en attendant que les autorités françaises clarifient leur position ou leur appréciation par rapport aux autorités de la transition, qu'ils puissent quitter le territoire national. Il pourra revenir à tout moment si le gouvernement français détermine sa position. Parce que la France est présente ici de différentes manières et cette situation n'est pas tenable. Nous avons souhaité que ceci puisse être clarifié. Je crois que ça se situe dans ce cadre-là. Et je tiens encore une fois à rappeler qu'il s'agit d'une position de principe, parce que cette position de la France est contraire au principe d'amitié, de relations amicales entre les pays. Mais je tiens à rappeler que ce différend que nous avons avec la France ne touche pas
les ressortissants français qui sont parmi nous, ni les entreprises françaises qui peuvent continuer à vaquer normalement à leurs occupations ici. Les Français restent les bienvenus au Mali. Donc il n'y a pas de problème entre les populations françaises et les populations maliennes. Et pour évoquer les derniers développements au Mali en exclusivité pour Al24 News, nous avons en direct avec nous le ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, Ibrahim Ikassa Maïga. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir madame. Les autorités de transition au Mali n'ont pas cessé de le répéter. L'intérêt du Mali avant tout. Est-ce qu'aujourd'hui cet intérêt passe par le contrôle notamment des forces étrangères déployées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, d'autant plus que le gouvernement vient d'annoncer qu'aucun contingent ne peut fouler le sol malien sans invitation écrite du président de la République en plus de l'autorisation du gouvernement? Absolument. Le Mali a décidé de s'assumer définitivement en tant qu'État indépendant et souverain et de faire respecter justement les principes sacro-saints en la matière. Et c'est ce qui a été pratiqué depuis quelques temps que vous voyez cette nouvelle phase de la transition et vis-à-vis de la communauté internationale. Et je pense que les derniers développements ont été suffisamment étayés par le ministre des Affaires étrangères du Mali. Et aujourd'hui, nous avons dit, oui, le pays est souverain. Et donc, tout ce qui devrait entrer sur le territoire national, surtout en termes de forces armées, doivent passer par justement le visa, l'autorisation des autorités maliennes. Et ça, je pense que ce n'est que le bon ordre des choses, ce n'est pas autre chose. Et à propos justement de la présence des forces étrangères, Paris envisage de se pencher sur l'avenir de sa présence au Mali d'ici la mi-février. Quelles conséquences cela pourrait-il engendrer à votre avis? Je pense que les conséquences pourront être simplement qu'il y aura une certaine vacuité sur le terrain parce que nous sommes en train de lutter contre le terrorisme. Mais là, ce n'est pas une première. Depuis le mois de mai et de juin 2021, ces annonces ont été faites par les autorités françaises, notamment le président Emmanuel Macron, qui l'a annoncé et qui a même commencé à mettre en exécution justement ce qu'on a perçu comme étant une menace. Ça nous a permis déjà de restructurer nos forces et notre coopération militaire sur le terrain. Et aujourd'hui, je crois que nous avons les coudées franches également sur notre territoire et qu'on pourra, à défaut d'avoir tel partenaire, coopérer avec tel autre justement pour assurer la défense de notre territoire et la sécurité des personnes et des biens. Monsieur le ministre, le Mali semble s'attirer les foudres des instances régionales, continentales et internationales en raison de la durée de la période de transition. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette recommandation des assises nationales? Il y a juste un mauvais procès contre les autorités maliennes. Vous savez que cette communauté internationale est au chevet du Mali depuis 9 ans, presque 10 ans aujourd'hui de crise que nous vivons, sauf que les choses sont allées de mal en pis. Donc les alternatives crédibles qui nous permettent d'aller vers plus de sécurité pour nos populations, pour leurs biens, pour notre territoire, l'intégrité territoire, je pense que ce sont ces meilleures solutions que nous sommes en train de rechercher. Alors, on a été pressé de donner un calendrier de la transition, sauf que nous avions dit qu'il faudrait passer par une consultation populaire à travers les assises nationales de la refondation. Oui. Et d'ailleurs, en fin décembre, les assises se sont prononcées sur la période de transition nécessaire pour poser les actes phares qui nous permettent d'asseoir la stabilité de l'État. Et c'est de façon objective que cette période quinquennale a été calculée et arrêtée. Et je pense qu'on devrait plutôt nous accompagner que de passer par des invectives et des menaces. Et comment envisagez-vous justement les relations futures du Mali avec ces instances en question aujourd'hui? Mais nous sommes ouverts à toute négociation avec tous nos partenaires, et autant sur le plan bilatéral que sur le plan multilatéral. Mais d'ores déjà, je crois que nous avons soumis cette base de discussion et il devrait plutôt regarder les aspects objectifs et nécessaires du chronogramme proposé plutôt que de verser sur des principes qui ne sont écrits nulle part parce que la période de transition, en fait, ce n'est prévu dans aucun texte, c'est une période exceptionnelle
c'est la nécessité qu'il y a d'aider le Mali qu'on doit regarder plutôt que autre chose. Et je crois que nous sommes préparés aussi, parce qu'il y a eu des sanctions, tout en passant en disant que ces sanctions-là sont illégales, ces sanctions sont injustes, inhumaines, et des actions sont en cours, y compris des actions juridiques et judiciaires, mais aussi des actions diplomatiques, politiques qui sont en cours en termes de plan de riposte que le gouvernement a mûri. Mais d'ores déjà, je pense que tout le monde saura raison garder et d'être à l'écoute du Mali, parce que c'est le Mali qui est dans le besoin, c'est le Mali qui a besoin d'accompagnement, et que les autres pays devraient simplement nous prêter main forte pour sortir de là. Mais d'ores déjà, nous sommes préparés à toutes les éventualités également. Merci, monsieur le ministre Ibrahim Kassamaïka. Vous aviez été en direct avec nous. Je vous remercie. Alors, je le rappelle, nous avions avec nous le ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions au Mali. Et on va rester au Mali, justement, où l'armée annonce l'élimination de 43 terroristes et la destruction de 4 bases dans des opérations plutôt antiterroristes dans les régions de Ségou et Mopti, dans le centre du pays. Les éléments des forces armées parlent de la saisie de plusieurs armes, dont des mitrailleuses, des lance-roquettes anti-chars et plusieurs caisses de munitions de tout calibre. Les forces armées maliennes ont aussi annoncé le renforcement de la surveillance des axes de mobilité le long de la frontière avec la Mauritanie, ainsi que les opérations de ratissage le long de la frontière avec le Burkina Faso. La Constitution rétablie au Burkina Faso, une semaine après avoir été suspendue par les militaires auteurs du coup d'État du 24 janvier dernier. Une exigence sine qua non de la CEDEAO lors du sommet virtuel tenu vendredi dernier. Sohila Akilal. Les militaires qui ont pris le pouvoir au Burkina Faso après le coup d'État du 24 janvier dernier ont annoncé ce lundi à la télévision nationale le rétablissement de la Constitution. Le texte, lu par le colonel Cyprien Kaboré, remet en place l'ordre constitutionnel tout en donnant officiellement le pouvoir aux militaires. Dès sa signature, l'acte fondamental lève la suspension de la Constitution du 2 juin 1991 qui s'applique à l'exception de ces dispositions incompatibles avec le présent acte. Article 37, le présent acte qui prend effet à compter du 24 janvier 2022 sera publié au journal officiel du Faso. Ouagadougou le 29 janvier 2022, lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaro Damiba, président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, président du Faso, chef de l'État. Composé d'un président, de 2 vice-présidents, d'un coordinateur et de plusieurs commissions, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration assurera la continuité de l'État et la gestion des affaires. Le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration est l'organe central de définition et d'orientation de la politique sécuritaire, économique, sociale, de développement et de la restauration de l'intégrité territoriale. Il assure la continuité de l'État en attendant la mise en place des organes de transition. Cette annonce coïncide avec la visite d'une délégation conjointe de l'ONU et de la CEDEAO au Burkina Faso, dont les représentants ont pu rencontrer le président renversé, Roch Marc Christian Kaboré. Nous avons bien discuté, nous avons constaté qu'il était ouvert à toutes les propositions et les suggestions. C'est très bon signe. Concernant le transfert du pouvoir, le texte dit simplement qu'il y aura une charte de la transition. C'est la première fois que le mot est officiellement prononcé, sans pour autant savoir combien de temps elle durera. Et les forces spéciales burkinabées affirment avoir neutralisé entre le 15 et le 23 janvier le chef terroriste de la zone de Kelbo, dans la province du Soum, dans la région du Sahel pour être précise. Son nom, Mdouli, dit Abderrahman, impliqué dans plusieurs attaques au centre-nord, était activement recherché. Dans un point sur la situation hebdomadaire de ces opérations, l'armée burkinabé indique avoir mené une opération en collaboration avec la force française Barkhane, durant laquelle 163 terroristes ont été neutralisés. Sécurité dans le continent africain, un des thèmes phares du 35e sommet de l'Union africaine. Les travaux s'ouvrent demain au niveau des experts. L'intégration régionale et l'aspect financier sont également au menu de cette session.
Plusieurs rapports ont été remis au secrétaire général de la Commission exécutive de l'Union africaine, comme annoncé lors d'une conférence de presse à la veille de l'événement. La contribution algérienne s'est axée notamment sur la sécurité. Le président Abdelmadjid Tebboune a présenté un rapport sur les problèmes de terrorisme et les violences extrêmes. En Libye, le Parlement annonce l'ouverture des candidatures au poste de Premier ministre en remplacement à Abdelhamid Beibah. Les candidats retenus seront auditionnés le 7 février. Souhed Ben Batouche. Le bras de fer se poursuit entre Tripoli et Tobruk. Le Parlement libyen annonce hier son intention de désigner un nouveau Premier ministre et l'audition des candidats retenus est prévue pour le 7 février prochain. Pour la Chambre, avec à sa tête Aguila Salah, le mandat de l'exécutif intérimaire actuel a expiré avec le report sine die des élections générales du 24 décembre dernier. En réaction à cette annonce, Abdelhamid Beibah, à la tête du gouvernement depuis 1 an, affiche un niet. Il ne quittera le pouvoir qu'à un gouvernement issu des urnes. Cette décision du Parlement ne semble pas faire l'unanimité, notamment parmi les députés. Certains ont appelé au maintien de l'actuel exécutif. Ils craignent notamment l'aggravation des luttes intestines pour le pouvoir en Libye, le pays ayant vécu des années de conflits armés, de divisions régionales entre l'Est et l'Ouest. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté hier une résolution britannique visant à prolonger le mandat de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, la MANOUL, jusqu'au 30 avril. Les membres du Conseil ont voté à l'unanimité lors d'une session ouverte au siège des Nations Unies à New York. Une résolution élaborée par le Royaume-Uni prévoyant, en réponse à la demande de la Russie, une extension technique du mandat de la mission pour seulement 3 mois, soit jusqu'au 30 avril 2022. Le Koweït prendra part au prochain sommet arabe prévu en Algérie, annonce faite par le ministre koweïtien des Affaires étrangères Ahmed Nasser El-Mohamed El-Ahmed El-Jabal El-Sobah lors d'une conférence de presse co-animée avec le ministre algérien des Affaires étrangères Ramtan Lamamra à l'issue de leurs entretiens lundi à Koweït. Et le Koweït qui accorde un grand intérêt à la promotion de l'action arabe commune, a-t-il déclaré. Au Nigeria, 12 civils et membres du personnel de sécurité ont été tués dans des attaques menées par des hommes armés dans 3 États du pays. Selon les déclarations de la police, les hommes armés ayant envahi les villages à bord de motos visaient des communautés locales dans les régions du nord-ouest et du centre du pays. Autre drame au Kenya, 6 personnes ont été tuées dans l'explosion d'un engin explosif au passage d'un minibus dans le nord-est du pays, à proximité de la frontière somalienne. Le véhicule, d'une capacité de 14 places, a roulé sur un engin explosif, puis essuyé des tirs d'armes automatiques et de lance-grenades. 7 autres personnes ont été blessées avec divers degrés de blessures. L'armée sioniste a arrêté 35 Palestiniens en Cisjordanie occupés dans la nuit d'hier. Parmi les détenus figuraient 20 Palestiniens du camp de réfugiés d'Al-Amari à proximité de Ramallah et 8 de la ville de Tekwa dans le gouvernorat de Beit Alma. L'entité sioniste, une nouvelle fois épinglée pour ses crimes envers les Palestiniens. Amnesty International qualifie d'apartheid les agissements de l'entité. La population palestinienne est traitée, je cite, comme un groupe racial inférieur selon le rapport. Les détails avec Safouane Ben Sabri. Le rapport d'Amnesty International est sans appel. L'entité sioniste est accusée de pratiquer l'apartheid contre les Palestiniens de tous les territoires occupés. Ce texte vient confirmer une batterie de rapports qui épinglent l'entité sioniste pour son oppression envers le peuple palestinien. Amnesty International ajoute son nom à une liste grandissante d'organisations réputées ayant pris position contre l'entité. Notre rapport révèle la véritable ampleur du régime d'apartheid d'Israël. Que ce soit dans la bande de Gaza, à Jérusalem-Est, à Hébron ou en Israël, la population palestinienne est traitée comme un groupe racial inférieur et elle est systématiquement privée de ses droits.
Human Rights Watch et B'Tselem avaient eux aussi mis en lumière les exactions répétitives commises en territoire colonisé. Alors que Human Rights voyait l'apartheid comme la destinée d'un État discriminatoire, Amnesty argumente qu'il y a une sorte de péché originel dans la fondation même de l'État sioniste. Le rapport d'Amnesty International détaille les crimes perpétrés par l'entité sioniste, qui sont des crimes d'apartheid systématiques. Ce rapport va mettre la pression sur les Nations Unies pour mener des enquêtes contre le comportement criminel de l'entité sioniste contre les Palestiniens. Comme de coutume, l'entité sioniste a contre-attaqué immédiatement en accusant Amnesty International d'antisémitisme, sans pour autant apporter de contre-arguments sur les crimes qui lui sont reprochés. Au Liban, on va parler de cette opération présentée par des sources de sécurité comme la plus grande de contre-espionnage contre des réseaux pro-entités sionistes. Elle a permis l'arrestation de 21 suspects dans différentes régions du pays. Ces personnes appartiennent à 17 réseaux indépendants, les uns des autres, chargés de collecter des informations sur l'armée libanaise, le Hezbollah, le mouvement palestinien Hamas, ainsi que sur des responsables officiels libanais, des chefs de parti et des ONG. Et le président américain Joe Biden a reçu à la Maison-Blanche l'émir du Qatar, le cheikh Tamim Ben Hamed Al Thani. Cette visite a été la première d'un chef étranger à Washington depuis la prise de fonction de l'administration démocrate il y a un peu plus d'un an. Sofiane Baroudi. Dans un contexte marqué par une montée vertigineuse des risques de conflit en Europe, le président américain Joe Biden a reçu l'émir du Qatar, pays qu'il a qualifié, je cite, de partenaire principal des États-Unis en dehors de l'OTAN. En effet, l'émirat du Golfe abrite la plus grande base militaire américaine de la région, ainsi que le siège du CENTCOM, le commandement américain au Moyen-Orient. L'approfondissement de la coopération sécuritaire et stratégique était au cœur de l'entrevue. La région du Golfe arabo-persique est le théâtre de multiples confrontations. La tournure que prend la guerre au Yémen en est un exemple éloquent. Le Qatar a joué un rôle central dans la crise afghane, qui a suivi la prise du pouvoir et la proclamation de l'émirat islamique à Kaboul par les talibans l'été dernier. Un pont aérien a été ouvert entre Kaboul et Doha, et des dizaines de milliers de ressortissants étrangers ont été ainsi exfiltrés d'Afghanistan. Ce mécanisme a couronné les efforts de médiation déployés par les autorités qataries entre les talibans et les Occidentaux. La question de l'approvisionnement du vieux continent en gaz a été largement évoquée. Washington propose Doha comme alternative à une éventuelle coupure du gaz russe qui menace directement la sécurité énergétique du vieux continent. Les négociations sur le nucléaire iranien ont également été abordées. Le ministre des Affaires étrangères qatari s'est rendu récemment à Téhéran et l'administration américaine annonce une reprise prochaine des pourparlers en vue d'un accord que beaucoup de partis appellent de leur vœu. Enfin, l'émir du Qatar a déclaré avoir évoqué les droits du peuple palestinien avec le mandataire américain. Le Hamas palestinien et ses principaux dirigeants sont domiciliés dans la capitale de l'émirat. Et le Qatar se veut être le champion de la défense de Gaza sous blocus depuis plus de 15 ans. Au même moment, le chef de la diplomatie algérienne était à Koweït City, où ses hôtes ont assuré de leur présence au prochain sommet arabe d'Alger sous le signe de la solidarité avec la Palestine. À ce propos, un rapport d'Amnesty International dresse un constat édifiant sur la situation d'apartheid dans les territoires occupés. Pour rappel, le cheikh Tamim avait mandaté un émissaire spécial qui s'est rendu à Alger où il a été reçu par le président de la République Abdelmajid Tebboune. Le président algérien a appelé à une initiative pour le rassemblement et l'union des organisations palestiniennes et rappelle à chaque occasion l'attachement d'Alger à renforcer le corps de la nation arabe ainsi qu'à la défense des droits inaliénables du peuple palestinien. Les organisations palestiniennes ont répondu à l'appel et certaines, comme le Fatah, le Djihad islamique et le FPLP, ont déjà été accueillies sous le ciel maghrébin et sont actuellement dans la capitale algérienne. On va parler santé Covid-19. En Algérie, 1403 nouveaux cas confirmés de Covid-19, 807 guérisons et 14 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures, d'après le dernier communiqué du ministère de la Santé.
Et pas de temps à perdre pour le gouvernement italien. Le Premier ministre Mario Draghi a présidé le premier Conseil des ministres depuis la réélection de Sergio Mattarella. Un nouveau décret-loi a été adopté pour continuer de combattre très activement la Covid-19. Des assouplissements pour les voyageurs en provenance d'un autre pays de l'Union européenne ont également vu le jour ce 1er février. Neila Hamouda. Le combat continue pour l'Italie qui a payé un lourd tribut depuis le début de la pandémie. Pas de temps à perdre. La clé pour la reprise post-Covid semble nécessaire. Le chef du gouvernement Mario Draghi a présidé le premier Conseil des ministres après la réélection de Sergio Mattarella. Il a adopté un nouveau décret-loi pour lutter contre la Covid-19. Bien que la situation sanitaire semble être maîtrisée et le taux de contamination est en baisse, le pass sanitaire est désormais renforcé. Il est remis aux personnes ayant reçu la première dose depuis 15 jours, celles totalement vaccinées ou récemment guéries du Covid. L'Italie dresse la bride pour les voyageurs de l'Union européenne. Elle allège les contraintes qui pèsent sur les touristes à partir d'aujourd'hui. Les non-vaccinés n'ont plus à se placer 5 jours en quarantaine. Les vaccinés, quant à eux, n'ont plus à fournir de tests négatifs en plus de leur preuve de vaccination. Ce sésame reste toutefois exigé pour accéder à la plupart des lieux. L'obligation du port du masque en extérieur et la fermeture des discothèques sont prolongées jusqu'au 10 février. L'Italie a enregistré plus de 57 000 nouvelles contaminations et 349 décès durant les dernières 24 heures. Plusieurs régions du pays restent par ailleurs classées en jaune ou orange, aucune n'est en rouge. Pour rappel, 81% de la population italienne est vaccinée 2 fois et 56% a reçu sa 3e dose. Et le Danemark, premier pays d'Europe à lever officiellement toutes les restrictions liées au Covid-19, et ce, dès aujourd'hui. Fini les masques ou le pass sanitaire, réouverture de tous les espaces publics d'art, de loisirs et de restauration à tous. En incluant les récents cas de Covid, les autorités sanitaires estiment que 80% de la population est protégée contre les formes graves. La stratégie adoptée est donc celle de l'immunité collective. Si une majorité de la population non fragile contractait le virus, alors toute la population serait protégée durablement. Et on reste en Europe pour parler de la crise russo-ukrainienne. Devant l'ONU, la Russie a dénoncé les accusations infondées de Washington sur un présumé projet d'invasion qui n'aurait pour but que d'alimenter les tensions. Pour Moscou, Washington compte sacrifier Kiev pour servir ses propres intérêts. Mohamed Amin Aberkan. Vassili Nebenzia, l'ambassadeur russe à l'ONU, n'a pas du tout été tendre dans ses déclarations. Il accuse Washington de vouloir tenter de sacrifier Kiev pour servir ses intérêts. Dans son discours tenu à l'ONU, il a tiré au clair les accusations de Washington portées à l'encontre de Moscou, dénonçant la volonté de l'administration Biden de présenter les mouvements de troupes russes sur son propre territoire comme la confirmation d'une action militaire prétendument planifiée, voire d'une agression. Les discussions sur une menace de guerre sont une provocation en soi. Cela fait presque partie de vos vœux. Vous voulez que cela se produise, comme si vous vouliez que nos paroles deviennent réalité. De son côté, l'ambassadrice américaine à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, a appelé la Russie à retirer ses troupes massées le long de la frontière entre les deux pays et à poursuivre le dialogue avec les Occidentaux si elle souhaite sérieusement une désescalade des tensions. Récemment, la Russie a menacé de mener une action militaire si les demandes n'étaient pas satisfaites. Si la Russie envahit à nouveau l'Ukraine, aucun d'entre nous ne pourra dire qu'il n'a pas pu venir. Et les conséquences seront horribles. Le président américain Joe Biden se dit continuer à préconiser la diplomatie pour espérer désamorcer la bombe, mais brandit toujours la menace des sanctions. Aux Nations Unies, nous avons exposé toute la nature de la menace que la Russie fait peser sur la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Nous continuons à préconiser la diplomatie comme le meilleur moyen d'avancer. Mais comme la Russie poursuit le renforcement de ses forces autour de l'Ukraine, nous sommes prêts quoi qu'il arrive.
La Russie est accusée depuis fin 2021 d'avoir massé jusqu'à 100 000 soldats à la frontière ukrainienne. Moscou qualifie ces déclarations de calomnieuses tout en réclamant des garanties écrites pour sa sécurité, dont le rejet d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et la fin du renforcement militaire de l'Alliance Atlantique vers l'Est. On va parler économie. En Algérie, 4 sociétés étrangères ont été élues meilleurs recruteurs en obtenant la certification Top Employeur 2022. Les détails avec Kheretim Batache. L'environnement professionnel en Algérie mis à l'honneur via 4 entreprises internationales de renom ayant obtenu la certification universelle Top Employers 2022. Huawei, Takeda, Philip Morris ou encore JTI sont les stars du secteur de l'emploi dans le monde et en Algérie pour avoir été à l'origine de la création de nombreux nouveaux postes durant l'année écoulée. Les télécoms, le pharmaceutique et la distribution de produits tabagiques ont donc été des secteurs actifs sur le marché de l'emploi en Algérie. Les lauréats vantent d'ailleurs le potentiel et les qualifications des candidats dans un environnement professionnel qui répond à leurs exigences et critères en matière de ressources humaines. L'ensemble de nos ressources humaines sont recrutées en Algérie et sont ressortissants des établissements algériens. Nous sommes heureux de constater que nous sommes arrivés à recruter des compétences qualifiées d'un niveau international, ce qui nous a valu le mérite d'être certifiés comme étant le Top Employer en 2022 pour la 6e année consécutive. En tant qu'entreprise, nous sommes engagés à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin de garantir à nos collaborateurs algériens un environnement de travail où prime le bien-être. Au niveau international, pas moins de 1857 sociétés se dégagent du classement établi par l'Institut Top Employers, parmi lesquels on retrouve quelques mastodontes de la grande distribution, des produits chimiques, des télécoms, de l'ingénierie et du fret, des métiers qui ont prospéré durant la période de la pandémie Covid-19. Seulement 11 entreprises ont cependant été certifiées Top Employers 2022. Et en Europe, le taux de chômage au plus bas. On va s'intéresser au marché de l'emploi en Espagne dans ce journal. Une amélioration a été observée en 2021. Le marché de l'emploi retrouve ainsi ses niveaux d'avant-pandémie Covid-19. Mohamed Wali Ben Chaben. Selon le ministère de l'économie espagnol, le marché de l'emploi retrouve ses niveaux de pré-pandémie, après avoir connu plusieurs difficultés durant les dernières années. Des statistiques positives résident dans les 20 millions de personnes en activité en 2021, un chiffre jamais atteint depuis la crise financière de 2008. Le taux de chômage passe de 16,1% à 13,3%. L'Espagne a vu baisser en 2021 son nombre de chômeurs de 615 900 personnes par rapport à 2020. Il s'agit de la réduction annuelle la plus importante des 6 dernières années. En revanche, 527 900 personnes s'étaient retrouvées sans emploi en 2020. D'autre part, 840 700 nouveaux postes de travail ont été créés en 2021, dont 88% d'entre eux dans le secteur privé. Par contre, la majorité des emplois ont été récupérés dans les services. Le secteur de l'industrie a été particulièrement dynamique. Les femmes restent plus fragiles sur le marché de l'emploi puisque l'année 2021 s'est soldée sur 1,44 million d'hommes sans emploi face à 1,65 million de femmes dans la même condition. La situation des jeunes espagnols de moins de 25 ans reste alarmante. Durant l'exercice précédent, le taux de chômage chez les jeunes est de 16% en moyenne. Il a été diminué de 9,4%. On va parler sport football avant de se quitter. Première rencontre du dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations demain. Elle opposera les étalons du Burkina Faso face au Lion de la Teranga du Sénégal. Une rencontre qui s'annonce indécise au vu du potentiel des deux équipes. On écoute à ce propos les déclarations de l'entraîneur burkinabé Kamou Malo et de son gardien de but Hervé Kofi. Ils se sont exprimés en conférence de presse. Je pense qu'à ce niveau de compétition, on ne doit plus se fixer de limites. Alors, donc, nous sommes dans, ne vous inquiétez pas, c'est de gagner ce trophée, parce qu'on ne vient pas en compétition juste pour se limiter, mais il y a des bases qui ont été fixées par l'employeur, et c'est de ça que je parle. Alors, quand il s'agit de mon envie d'aller au bout de la compétition, oui, ça, je le veux bien, et ne vous inquiétez pas pour ça, nous sommes
décidé à vendre chèrement notre peau pour aller au bout de cette compétition. Voilà, c'est le football et on ne joue pas au football sans pression. Voilà, mais je dirais que c'est une pression positive. Voilà, et on a envie de bien faire. Voilà, donc on s'attend déjà à un gros match pour demain. Voilà, donc on est confiant, on est conscient aussi de ce qui nous attend demain. On sait que le Sénégal, c'est une grande nation de foot. Voilà, donc on saura comment aborder le match demain. Et pour en parler en direct avec nous, notre envoyé spécial, Faisal Salah. Il est au Cameroun. Bonsoir Faisal. Bonsoir Fatma, un match très disputé demain entre le Burkina Faso et aussi une équipe qui a de l'expérience, le Sénégal. Aujourd'hui, les deux conférences de presse de deux entraîneurs étaient tenues ici au stade d'Amadou Ahidjo. Aliou Cissé était là, il a parlé de cet objectif, de cette Coupe d'Afrique des Nations qui manque au Sénégal et aussi qui manque à une équipe de Burkina Faso. Donc je pense que c'est un match qui est ouvert à tous les niveaux. C'est un match qui est ouvert à tous les niveaux. On a là l'entraîneur du Burkina Faso, Kamou Malo, qui a parlé aussi de cette rencontre difficile pour les Burkinabés. Les Burkinabés n'ont pas, on va dire, le choix. Ils vont jouer l'attaque. Ils vont essayer de aussi défendre les attaquants du Sénégal, Sadio Mané ou Ismaïla Sarr. Donc c'est une rencontre très difficile qui va se jouer sur des petits détails. Il faut savoir que le Burkina Faso, on va dire, il a fait un très bon parcours, surtout qu'il était en groupe avec le Cameroun, équipe haute. Il a joué son premier match sans beaucoup de cadres. Donc il a une star qui s'appelle Bertrand Traoré. Bertrand qui a, on va dire, que son entraîneur Kamou a parlé sur lui. Il a dit que c'est un leader dans ce groupe et il est capable de jouer la demi-finale et aussi la finale. Donc les Burkinabés croient en cette Coupe d'Afrique des Nations, croient à la victoire, mais aussi de l'autre côté, on a, on va dire, le vice-champion d'Afrique, le Sénégal, qui a été battu en Égypte en 2019 face à l'Algérie, 1-0. Là, le Sénégal qui n'a jamais obtenu une Coupe d'Afrique des Nations, son entraîneur Aliou Cissé qui a déjà perdu une finale en 2002 face au Cameroun. Donc l'objectif des deux entraîneurs, c'est de gagner la Coupe d'Afrique. Et ce match qui aura lieu demain à partir de 20h ici à Amadou Ahidjo, dans la cuvette d'Mfandena, c'est un match important pour les deux nations, les deux peuples qui réclament le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. Merci Faisal Salah, vous étiez en direct avec nous depuis le Cameroun. Donc demi-finale demain, le Burkina Faso face au Sénégal à 20h. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, un point météo avec Amel Lamzienne Zitouni. Retrouvez Riyad Lahri pour le 13h demain. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée sur Al24 News.